Donc, bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire organisé par le Réseau des villages. On va aujourd'hui traiter de la levée de fonds. Comment convaincre les business angels en cette période de Covid-19? Une grande question pour beaucoup d'entre vous en ce moment. Et pour répondre à cette question, on reçoit aujourd'hui Sylvain Chalirac, qui est le délégué général de Paris Business Angel. Donc, je vous laisse avec lui pendant une quinzaine de minutes et je vous retrouve ensuite pour la période de questions-réponses. Bon webinaire à tous. Bonjour à tous, merci Audrey donc dans un premier temps. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien en cette période. Je suis très heureux donc d'être présent aujourd'hui face à vous pour vous présenter tout simplement donc un petit peu Paris Business Angels, mais surtout comment convaincre des Business Angels en cette période de crise, en tout cas si cela est possible. Je vais juste commencer très rapidement en fait par vous partager quelques slides, mais ça va aller assez vite justement sur une présentation brève donc de Paris Business Angels et de nos activités que nous poursuivons aujourd'hui encore en période de confinement. Voilà, donc globalement, je devrais avoir mon écran. Donc, Paris Business Angels, c'est un réseau de business angels, investisseurs comptant environ 170 membres investisseurs sur cette chronologie un peu d'investissement que je souhaitais vous montrer pour la seule bonne raison que les investisseurs business angels se trouvent très clairement au début du financement, donc au niveau de la naissance de l'entreprise, comme vous pouvez le voir, et ensuite viennent les tours de série A, série B naturellement, qui viennent justifier aussi des premiers succès, un décollage notamment, et souvent une expansion nationale, européenne, voire internationale avec les séries B, C qui s'en suivent. Les business angels et Paris Business Angels se positionnent avant tout sur des dossiers en seed et en amorçage, donc pour justement permettre d'accélérer sur les premiers clients, les premiers contrats et potentiellement valider aussi les premiers POC donc en contrat. Donc, nous, généralement, on se positionnait à ce niveau. Hop là, voilà, très rapidement, juste pour rassurer un petit peu, et encore en cette période de crise, c'est toujours important de le rappeler, il y a plusieurs types d'innovation. Et nous, à Paris Business Angels, nous sommes très attentifs à cela. Toutes les innovations ne sont pas les mêmes. Il y a des innovations techniques, des innovations un peu plus de positionnement, comme on peut le voir à l'écran avec Innocent, Michel et Augustin. Ils n'ont pas inventé les biscuits maintenant, ni les jus, ni les smoothies. Et des innovations de services, telles Uber et Airbnb. Pourquoi j'en parle rapidement? C'est pour bien vous faire comprendre en fait qu'il n'y a pas que là, entre guillemets, l'IA ou autre, ou la blockchain qui peut être à la mode, qui a pu être à la mode par ailleurs. L'innovation, elle vient vraiment du service que vous apportez, du positionnement que vous avez sur votre marché. Hop, voilà. Donc, je reviens maintenant au point qui va nous intéresser et le point du jour, tout simplement. Voilà. Donc, tout simplement, comment candidater, comment plaire, comment attirer l'attention des business angels et d'un réseau de business angels donc pour lever des fonds et encore plus en cette période de Covid. Donc, nous, on a une particularité, je le disais tout à l'heure, donc nous, on a maintenu notre activité pour la simple et bonne raison que vous, porteurs de projet, je m'adresse à vous, porteurs de projet, je suppose qu'il y a d'autres personnes sur le webinaire, mais en tout cas, les porteurs de projet, vous avez naturellement besoin de financement. Ce n'est pas, entre guillemets, la crise qui a pu mettre tout cela en pause. Donc, nous, maintenant l'activité, nous cherchons et nous continuons d'ailleurs à financer des projets. Nous avons d'ailleurs 2 dossiers actuellement en closing et nous espérons en avoir d'autres. Et d'ailleurs, le process que j'explique en ce moment est valable pour vous qui écoutez ce webinaire. Et vous serez d'ailleurs, entre guillemets, invité à candidater si vous êtes suffisamment mature. Donc, naturellement, pour candidater, c'est très simple. Généralement, il faut un teaser. Un teaser, c'est presque ce one-pager qui explique rapidement, très simplement, l'entité qui va potentiellement intéresser. C'est un executive summary. S'ensuit un pitch deck, donc un dossier beaucoup plus complet, un petit BP textuel, et par contre, un BP financier en Excel très important.
Et encore plus en cette période, je vais préciser juste une petite chose. Aujourd'hui, il faut, à mon sens, nécessairement présenter des mises à jour, on va dire, sur vos business plans et sur vos plans. Que vous soyez directement impacté ou non, aujourd'hui, enfin impacté en bien ou en mal d'ailleurs, aujourd'hui, il faut prendre en compte ces répercussions, les répercussions justement de cette crise, de cette baisse d'activité. Donc, le conseil que je vais pouvoir vous donner, c'est très clairement de prévoir un plan de financement sur les prochains mois, en fonction de votre activité naturellement, mais sur les prochains mois, au moins 6 mois, voire 12 mois, un plan de trésorerie qui vous permettra, entre guillemets, de passer ce momentum, en fait, dans un premier temps. Donc, ça, c'est toujours important d'avoir de faire cette petite mise à jour, dans la mesure où ça montrera que vous avez déjà pris conscience, en fait, des problématiques qui sont face à vous et surtout que vous avez déjà identifié tant les leviers de croissance et de maintien de votre activité, mais également les leviers qui vont permettre de réduire la voilure. Et ça, c'est le deuxième point que je vais aborder en cette période. Il faut effectivement réduire la voilure. Je ne dis pas d'arrêter tous les investissements, d'arrêter la R&D. D'ailleurs, c'est un sujet que nous traitons en ce moment. Faut-il arrêter ou non la recherche et développement? Il faut en tout cas réduire et rationaliser vos investissements. Un dernier point, et je vais en parler juste après, c'est cette notion de KPI. Nous avons pu d'ailleurs avoir une interview mercredi dernier d'une de nos pépites qui montrait et qui a rappelé tout simplement la nécessité de suivre ces KPI. KPI très simple, en fait, c'est les chiffres clés de votre activité qui dépendent nécessairement de votre activité. Ils ne seront pas les mêmes d'un projet à l'autre. En revanche, il faut que vous ayez ces points, ces milestones, ces capteurs en fait qui montrent l'activité, l'amplitude de l'activité de votre projet pour pouvoir prendre tout simplement les bonnes décisions par la suite. Donc ça, on le dit. Je pense que tous les investisseurs doivent vous le dire, mais on a eu la semaine dernière justement les mots d'une de nos entreprises financées en 2017, si je ne dis pas de bêtises, et qui l'a tout simplement mis en avant en disant que sans ça, elle n'aurait pas pu prendre les bons choix. Et c'est une entité, pour la petite histoire, qui est à la fois, qui a des bureaux à la fois en Chine et en Europe. Donc elle a pu justement bien prévoir un peu tout ça. Donc, dans les faits, comme je le disais, au niveau de notre process, donc il faut que vous soyez conscient que nous recevons beaucoup de dossiers. Nous recevons plus de 1000 dossiers par an. Du coup, il faut absolument que vous soyez très, très bon justement sur les éléments que je vous ai présentés juste avant. Donc, un BP précis, un deck précis et clair montrant votre produit, votre offre, vos perspectives. Donc, à ce niveau, nous arrivons donc ici présélection. La majorité des dossiers en fait sont traités à ce niveau, tout simplement, s'ils correspondent à nos critères d'investissement. Aujourd'hui, les critères d'investissement ont été un petit peu revus, tout simplement. Je le présenterai juste après. Les critères d'investissement ont été un peu revus, adaptés justement à la crise, car nous avons pris le choix, comme je disais, de maintenir l'activité. En revanche, nous n'avons pas pu, nous ne pouvions pas maintenir le nombre et le volume de dossiers habituels, dans la mesure où nous avons beaucoup plus d'analyses entre guillemets à mener. Donc, on a donc présélection, environ donc 400 dossiers vont être présélectionnés. Il y aura des entretiens pour arriver à cette phase de sélection en pitch elevator qui va durer donc 5 minutes de présentation et 5 minutes de questions-réponses. Donc là, je le disais, les pitchs aujourd'hui se font sur Zoom. Donc, il faut avoir des arguments pertinents, des arguments également convaincants pour créer l'intérêt auprès des membres et partir donc en due diligence. Encore une fois, comme je disais, il faut absolument que vous preniez en compte déjà les répercussions de cette crise, que vous adaptiez justement vos stratégies à court et moyen terme, dans la mesure où ce sera assez difficile, entre guillemets, de vendre un projet qui était basé sur une perspective de 2020 sans
sans la crise sanitaire qui nous touche tous en ce moment. Donc vraiment, je tiens à le préciser parce qu'on en a reçu beaucoup qui n'en tenaient pas compte. Essayez, dans la mesure du possible, entre guillemets, de mettre à jour vos BP. Essayez d'ailleurs, petit conseil, de construire un plan de financement d'ici à la fin d'année. Ça, c'est le conseil, c'est le petit conseil qu'on peut donner. D'ici à la fin d'année, un plan de trésorerie, entre guillemets, sans financement. Donc, c'est le worst case scénario, comme souvent, je pense au village, on a dû vous en parler, le worst case scénario. Faites ces worst case scénarios. Ça va de toute façon vous rassurer, vous permettre de vous donner les clés, mais également, dans un second temps, rassurer les investisseurs. Parce qu'ils auront en face d'eux des entrepreneurs qui auront pris conscience de la problématique en face d'eux et qui auront mis toutes les chances et tous les moyens de leur côté pour y parvenir et pour surmonter cet obstacle, excusez-moi. Je vais enchaîner rapidement. Donc, naturellement, et là, c'est encore plus vrai, j'ai tenu à vous le mettre, cette petite slide. Globalement, c'est nous, on va se focuser sur quel point, c'est la règle des 3 P, porteur, produit, perspective. Et je vais préciser encore plus aujourd'hui avec le contexte actuel. Les porteurs de projet, l'équipe l'équipe est vraiment le critère le plus important de la décision. Il faut savoir qu'à Paris Business Angels, nous faisons passer un test de personnalité à l'ensemble des membres de l'équipe pour rassurer, en tout cas, et rassurer notre process de due diligence. Mais très clairement, il faut que vous soyez complémentaires au sein de cette équipe. Il faut qu'il y ait des compétences diverses, variées, et que les tâches soient bien identifiées. Sincèrement, c'est un point très important et aujourd'hui, c'est encore plus important parce que le choix ne va pas être nécessairement fait sur votre produit qui, entre guillemets, aujourd'hui, doit certainement subir un ralentissement d'activité, mais en revanche, il va être fait sur la confiance qu'on va attribuer en l'équipe. Et l'équipe, c'est vous, tout simplement. Donc, il faut également bien prendre cela en compte et surtout être objectif. Encore une fois, je veux le dire, c'est déjà arrivé que sur certains deals, on conseille, voire on demande fortement qu'il y ait un recrutement, je dis quelque chose qui me passe par la tête, d'un CEO. Ça s'est arrivé à plusieurs reprises, recrutement d'un CEO à l'issue de la levée de fonds, tout simplement parce que on avait une équipe tournée autour de techniciens qui avaient créé un super produit. En revanche, il manque cette compétence de business développement. Il faut que vous ayez justement ce regard objectif sur les compétences au sein de votre équipe pour avoir et monter l'équipe la plus complémentaire possible. Voilà, donc naturellement, le produit, les perspectives, on a un peu parlé, mais les perspectives vont être très, très, très importantes. Notamment aujourd'hui, justement, il faudra être en mesure de montrer que votre produit est en mesure de se déployer, de se développer, même dans la période actuelle. En tout cas, je ne dis pas qu'il faut que le produit ait une croissance similaire à l'habitude, entre guillemets, ou alors à vos prévisions. En revanche, il faut quand même que votre produit puisse se démarquer. Donc, très rapidement, les quelques points que nous questionnons généralement, je laisse en image de fond. Je ne vais pas nécessairement préciser chacun des points. Je vais surtout préciser la mise à jour que nous allons ajouter. Parce qu'en fait, on garde les points d'analyse. En revanche, on ajoute des petits points aujourd'hui avec le contexte. Donc, j'en ai parlé. Ça va être l'équipe, mais également au niveau de l'activité. Donc, j'en ai parlé tout à l'heure. Je disais que nous maintenons donc l'activité de financement et que nous avons en fait tout simplement réorienté, repositionné, reprécisé notre scope d'investissement. Nous l'avons fait en fait autour des projets qui aujourd'hui, comme je le disais, maintiennent une activité, c'est-à-dire des dossiers qui je prends un exemple des produits software, enfin des entreprises software SaaS notamment, ou alors une entreprise qui travaille beaucoup avec la grande distribution d'ailleurs,
On pourrait penser que le retail n'est pas nécessairement inclus, mais oui, on a qui travaillent avec la grande distribution et qui continuent aujourd'hui à fonctionner et qui, d'ailleurs, d'autres ont pu faire un pivot en fait, en changeant tout simplement de cible pour passer la crise. Donc, en fait, ce qu'on va rechercher vraiment, c'est cette capacité à se réinventer, se redéployer, cette capacité à pouvoir maintenir votre activité. Donc, premier point. Le second, effectivement, c'est la capacité à réagir. Comment et pourquoi, surtout, vous avez pris les décisions entre guillemets, que vous avez prises pour votre entité au cours des dernières semaines. Ce qu'on va regarder clairement, c'est la stratégie qui a été choisie. Tant de réduire totalement, drastiquement les coûts, ou alors potentiellement de maintenir une activité de R&D ou une activité d'acquisition. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Une acquisition qui sera justifiée et nous, on va vraiment se focuser là-dessus, à comprendre ce que vous avez mis en place. En revanche, je tiens quand même à dire que les bons dossiers sont quand même ceux qui ont appliqué une certaine réduction des charges de l'entité, tout simplement pour pouvoir tenir plus longtemps. Parce que les entrées d'argent sont, pour la majeure partie des dossiers, ralenties. Je parlais des KPI tout à l'heure. Voici quelques exemples en fait de KPI que vous pouvez suivre. Tunnel de conversion, churn rate, etc. Je pense sincèrement que vous avez toutes ces données. De toute façon, vous aurez le replay, donc vous pourrez à la rigueur mettre pause à cette slide. Mais dans les faits, ces KPI sont très importants. C'est un exemple, encore une fois, à adapter avec votre projet. Mais il faut aujourd'hui, et j'ai presque envie de dire, c'est vraiment un conseil que je vous donne, mettre en place cette stratégie de suivi de ces chiffres clés, en fait. Parce qu'ils vous permettent d'avoir une vision, on va dire, prendre du recul sur votre activité. Et aujourd'hui, c'est ce dont vous avez certainement besoin. Parce que nécessairement, vous ne pourrez pas tous continuer votre activité, vous ne pourrez pas tous faire des levées de fonds. En revanche, vous pourrez tous prendre du temps pour revoir vos stratégies, potentiellement mettre en place cette stratégie de KPI pour vous aider à prendre des décisions, que ce soit au niveau de votre activité ou même au niveau de vos ressources. Et là, je parle également de vos employés potentiellement. Voilà, donc après, The Dream Team, je ne vais pas en parler, c'est une petite image assez drôle, mais c'est pour reprendre un petit peu ce que je disais tout à l'heure, l'importance d'avoir une équipe complémentaire et encore plus aujourd'hui en période de crise, en période de tension. Voilà, donc globalement, voilà, on arrive à la fin. Donc moi, je n'ai plus donc d'informations entre guillemets données sur ces points. Je répondrai naturellement à l'ensemble de vos questions. Le seul point que je souhaiterais peut-être donner avant de redonner la parole à Audrey serait de ne pas non plus négliger l'activité de votre entreprise, de continuer à bosser, parce qu'on a également le cas où des entreprises, des entités, des startups se sont arrêtées de travailler, de continuer à travailler. Nous essayons de vous soutenir, de vous soutenir avec de l'accompagnement, de l'investissement. On vous encourage à continuer à envisager des levées de fonds, même si effectivement ce sera beaucoup plus compliqué, il ne faut pas se mentir. En revanche, là, j'ai essayé de vous donner les clés, quelques clés, en tout cas quelques tips pour vous permettre de renforcer, en tout cas, je l'espère, votre dossier. Voilà. Sinon, tout dernier petit point. Voilà, en cette période, les sujets de valorisation vont nécessairement arriver. Toujours penser à avoir une valorisation juste, parce que la survalorisation n'est jamais bonne. La sous-valorisation, naturellement, et là je parle aussi du côté des investisseurs, voilà, c'est toujours de vous positionner sur une valorisation qui est juste, parce qu'aujourd'hui, c'est encore plus pertinent et encore plus pertinent quand on sait que l'argent vaut plus cher, entre guillemets, en période de crise. Voilà. Merci à tous pour votre attention. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Il y a déjà des personnes qui te remercient dans l'onglet Converser. Merci pour tous ces conseils. On a déjà beaucoup de questions.
Tu nous parlais tout à l'heure du process d'investissement. Il y a eu plusieurs questions sur la question du timing, notamment combien de temps cela prend entre le sourcing et le pitch et combien de temps y a-t-il entre le pitch et la période de due diligence. Comment ça se passe du coup de ton côté niveau délai? D'accord. Au niveau délai, bon, très simplement, on va être sur un timing en moyen de 3 mois. On va dire entre le début de process et généralement le financement, si on se plaît bien, financement. Ce process est extrêmement variable parce qu'il va dépendre du timing de levée de l'entité, tout simplement, dans un premier temps. On va essayer de s'y adapter, mais également de la complétude de cette levée de fonds. Généralement, nous sommes prêts au bout de 2 mois et demi à 3 mois à investir dans l'entreprise, mais ça peut être plus rapide, comme d'ailleurs plus long, en moyenne, on va dire 2 mois et demi. Juste petite précision, en fait, pour que ce soit beaucoup plus clair. Parce que les autres étapes, les 2 premières étapes, entre guillemets, sourcing, présélection, vont dépendre de plusieurs choses. En revanche, entre le pitch et la due diligence et le closing, là, on est vraiment à 1 mois et demi, 2 mois. C'est-à-dire que entre le pitch et la due diligence dure en moyenne 1 mois et demi. Et ça, par contre, on essaie de s'y tenir. On a environ on organise une réunion par semaine avec les porteurs de projets. Donc, voilà. Je pense que j'ai répondu. Globalement, on est sur 3 mois. 2 mois si on arrive à être assez bon. Légèrement plus court si vraiment le besoin est très, très pressant. Est-ce que tu as le En sentiment revanche, que c'est des délais qui sont communs à tous les réseaux de BA ou c'est assez indépendant selon les réseaux? alors, c'est assez indépendant selon le réseau, même si sur la plupart des réseaux, en tout cas les réseaux avec qui on travaille, notamment en Île-de-France, et qu'on a une coordination des réseaux Île-de-France avec qui on travaille, on a là, autour de cette coordination, plus ou moins les mêmes process. L'avantage, c'est qu'on travaille beaucoup en coordination. Ça, je tiens à le dire. C'est-à-dire que si vous avez commencé un process chez Paris Business Angels, par exemple, au cours de ce process, d'ailleurs, nous, on va vous conseiller et on va vous demander si on va vous conseiller d'ouvrir en fait cette levée de fonds à d'autres réseaux. Et généralement, quand nous envoyons un dossier à un autre réseau, il ne recommence pas au départ à la partie sourcing. Non, généralement, il arrive et il nous rejoint tout simplement en co-instruction pendant la due diligence pour faciliter et accélérer les choses. Je tiens juste quand même à préciser juste un petit point sur ce timing. C'est que, comme vous l'avez dû le comprendre, chez nous, le point équipe, point porteur de projet est très important. Généralement, on vient vous voir chez vous, entre guillemets, chez vous, pas chez vous, dans votre maison, mais je vais dire dans vos locaux, pour voir vos équipes, vous rencontrer et rencontrer vos équipes. Vous comprendrez aujourd'hui, c'est potentiellement un peu plus délicat avec cette période de confinement. Donc, ça peut potentiellement rallonger les délais. Pour le moment, ça ne l'a pas encore fait sur les dossiers qu'on a. Et donc, depuis maintenant 5 semaines, on a des dossiers qui sont en instruction depuis 4 semaines maintenant. Donc, en période de confinement, pour l'instant, pas encore ralenti. En revanche, je tiens quand même à le dire. Il faut quand même avoir conscience de ces petits décalages. Justement, Sylvain, tu parles de type qui est un critère fondamental. Nous avons Cédric qui demande comment vous analysez la complémentarité d'une équipe quand on a monté sa boîte seule. Alors, là, j'entends du coup que l'équipe se résumerait au seul fondateur, in fine. Ouais. Ben, là, à ce moment-là, on ne mesure pas la complémentarité des équipes, mais on mesure l'appétence en fait, pour ce seul fondateur à avoir les compétences nécessaires. Et on va mesurer surtout objectivement les compétences, le profil du fondateur. Je précise juste une petite chose. Le test de personnalité, il n'est pas là tant pour tout connaître de la personnalité entre guillemets du fondateur ou ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Hein. On est vraiment sur l'identification des points clés de sa personnalité, tant sur du leadership, sur du management, etc., sur la résolution de problèmes, sur la réconciliation, sur la discussion, sur
la négociation. On est vraiment en fait sur une forme de highlight des différents points clés de la personnalité des dirigeants et à voir s'ils sont complémentaires. Donc, étant seul, dans les faits, ça reste quand même une forme de limite, parce que là, pour le coup, une équipe n'est pas vraiment une, entre guillemets, en étant seul, mais voilà, une start-up l'idée par un seul fondateur et un seul associé, c'est un risque assez important. Donc ça, il va être considéré comme tel. Voilà. En revanche, on va apprécier très largement l'ensemble de vos compétences et de vos qualités en fonction des besoins de l'entité. C'est souvent à ce moment-là qu'on va tout simplement vous conseiller, voire presque, j'aime pas vraiment ce terme, mais conditionner entre guillemets notre investissement à la complémentarité des profils. Je vais donner un exemple très très simple pour conceptualiser. Vous êtes un profil commercial, voilà, plus commercial. Vous avez une application, vous développez une application. Du coup, il faut quand même avoir un CTO assez compétent. Si vous n'avez aucune compétence de développement, vous n'avez aucun développeurs au sein de vos équipes, on va quand même vous demander à ce qu'il y ait, on pensait en tout cas à recruter un CTO. L'inverse est encore plus vrai. J'espère avoir répondu à la question. C'est très clair, merci beaucoup. On a également plusieurs questions sur comment prendre contact avec un réseau de BA. On a notamment Lucas qui a entendu parler du fait que les calls d'emailing ne fonctionnent pas et qu'il faut donc se faire introduire par une autre personne. Et on a une autre personne qui demande si vous utilisez les recommandations par les pairs dans votre réseau. Donc, comment faire lorsqu'on n'a pas de business angel dans notre réseau pour entrer en communication avec eux? Et vous, de votre côté, personnellement, est-ce que vous utilisez les recommandations par les pairs? Alors, très simple. Alors, comment faire pour entrer effectivement, je peux l'entendre, vous le voyez sur la slide, on reçoit plus de 1000 dossiers par an. Donc, tout simplement, il faut candidater sur notre site. En tout cas, par les Business Angels, nous avons mis donc sur notre site un lien qui vous emmène vers notre plateforme de gestion de deal flow, tout simplement. Donc, pour la meilleure façon hein, pour vous déposer votre dossier, c'est de candidater. Naturellement, nous recevons plus de 1000 dossiers par an. Donc, je vais être très humble et très honnête. Certainement, certains dossiers, malheureusement, des bons dossiers peut-être passent à travers les mailles du filet. On essaye de ne pas en avoir. Malheureusement, il y en a qui passent. Mais ça, je tiens quand même à dire, potentiellement, c'est aussi parce que ils n'ont pas forcément mis en avant les petits tips que je vous ai donnés. Parce qu'il faut savoir se démarquer en fait à toutes les étapes, que ce soit au début où il y a un screen large sur 1000 dossiers ou en elevator pitch où vous serez face entre guillemets à 5 autres projets qui vont passer face à 50 BA. Il faudra faire la différence en 5 minutes. Après, pareil, donc à chaque fois, il y a toujours ces mises à jour. Donc, bien repenser à tous les tips que j'ai pu donner pour faire la différence. Après, effectivement, c'est beaucoup plus simple d'être coopté, comme partout, j'ai envie de dire. Et nous, on fonctionne par recommandation, absolument. Et j'ai presque envie de dire que nous essayons de déployer, de développer des relations au sein de l'écosystème. Ça, je ne l'ai pas dit dans la présentation de PBA, mais c'est très clairement notre ADN. Nous essayons de développer justement des relations avec l'ensemble des acteurs, qu'ils soient en aval de notre intervention, donc fonds d'investissement notamment, ou en amont de notre intervention. Et c'est d'ailleurs ma présence aujourd'hui, elle est aussi motivée par cela. C'est justement être en bonne relation avec tout ce qui est accélérateur, incubateur, pour tout simplement accompagner déjà ces projets très tôt, dans un premier temps, mais surtout que ces incubateurs, accompagnateurs puissent nous recommander ces très bons dossiers qu'ils ont pu accompagner. Donc oui, on pratique pleinement cette recommandation donc avec les accélérateurs, incubateurs, j'ai dit juste avant, également avec les fonds d'investissement, notamment les family office avec qui nous travaillons. Nous fonctionnons, oui, par recommandation, absolument. On a souvent les critères sont assez proches et justement on travaille avec
des acteurs avec qui on est très proche sur les critères. Est-ce que vous portez une attention particulière aux startups qui sont déjà accompagnées par une structure d'accompagnement? Oui, oui, très clairement, absolument. Et ça, je le rappelle aussi d'ailleurs là pour les startups qui sont accompagnées par le village notamment. Très, très clairement, une entité qui met partagée par un incubateur ou un accélérateur sera traitée en priorité et vice-versa aussi. C'est-à-dire que même si elle n'est pas partagée, même si l'action n'est pas faite par l'incubateur et l'accélérateur, nous allons regarder tout simplement votre historique et le fait de voir que vous avez été incubé par des structures clés de l'écosystème va faire une différence. Ne fera pas la différence en revanche, mais va faire déjà une différence. Absolument. Les boîtes qui sont accompagnées de toute façon sont déjà bien préparées. On voit la différence en fait en termes de vision, stratégie, de réflexe marché, etc. Donc c'est ce qu'on recherche. Merci. Des questions concernant la valo. À présent, on a Alexandre qui nous demande quelle méthode de valo vous utilisez. Il nous demande également de confirmer que vous aidez bien les entrepreneurs à déterminer leur valo à partir de leur BP chiffré. Alors, la question de la valorisation, et c'est toujours un sujet, on pourrait y passer des heures de toute façon. En soi, la méthode de valorisation aujourd'hui, s'il y a des financiers sur ce webinaire, de ne pas trop écouter entre guillemets, mais toutes les méthodes de comparables, etc., les méthodes visuelles, les 3 méthodes visuelles de valorisation ne sont pas valables, hein, tout simplement, sur ce marché. On ne peut pas valoriser une entité start-up avec ses IMO, enfin, on n'a pas suffisamment, ni sur l'historique, ni sur des comparables, parce que le marché n'est pas suffisamment linéaire, on va dire. Donc, non, à ce niveau-là, la méthode de valorisation est un peu plus complexe dans la mesure où on va valoriser à la fois l'actif de la société, ses réalisations, mais également ses perspectives. On va valoriser également son marché potentiel. En fait, donc on s'aide et on s'accompagne naturellement de quelques, on va dire, excusez-moi, marqueurs tant en termes de nombre de clients, en termes de MRR, potentiellement du coup une valorisation pourrait être aussi basée, je dis bien basée, pas arrêtée, mais basée sur un multiple de MRR ou un multiple de MRR atteint à M+6 par exemple. Voilà. Il y a plusieurs façons, ça va dépendre naturellement aussi du projet en lui-même. Donc méthode usuelle, je ne saurais pas, entre guillemets, la donner dans la mesure où systématiquement, elle est quand même différente. Tout dépend du secteur et de la maturité du projet, naturellement. Mais j'ai surtout envie de dire, et je pense que je réponds à la deuxième partie de la question, est-ce qu'on aide à cette valorisation? Je crois que c'est la question. J'ai envie de dire qu'on ne vous donnera pas de valorisation. On va nous faire une proposition naturellement. En revanche, il faut que vous soyez bien conscient. En tout cas, les Business Angels et surtout à Paris Business Angels, on n'a aucun intérêt, entre guillemets, à vous proposer une valorisation en dessous du marché ou largement en dessous du marché, dans la mesure où ça ne vous mettra qu'en difficulté et du coup, nous aussi, pour la Serie A, tout simplement. Dans la mesure où si vous faites trop diluer en amont d'une Serie A, ça peut compliquer en fait tout simplement l'entrée d'un fonds qui fera rarement du cash-in, cash-out à la Serie A. Du coup, il va prendre des participations et si vous avez déjà une dilution trop importante, ça peut remettre en question sa prise de participation. Donc, in fine, il faut mieux comprendre en fait que nous, ce que nous allons rechercher en tant qu'investisseurs Business Angels, c'est la réussite du projet de A à Z. Je dis bien quand même la réussite du projet et pas nécessairement de l'entrepreneur, je tiens quand même à le préciser, il faut toujours le préciser, mais c'est la réussite du projet avant tout. Et donc, nous allons nécessairement vous proposer la bonne valorisation pour anticiper également les levées de fonds suivantes. Et j'ai presque envie de dire,
pour aller encore plus loin dans cette réponse de est-ce qu'on vous aide à trouver la valorisation, j'ai envie de dire encore oui, dans la mesure où on va surtout vous aider en fait à bien identifier votre besoin en financement, bien identifier également le besoin nécessaire, in fine. Il est arrivé que, je vous donne un exemple, je ne fais aucun jugement, mais il est arrivé que sur certains projets, viennent avec un besoin en financement extrêmement important parce que quand on fait un comparable, on voit que sur le marché, il y a d'autres acteurs similaires qui ont levé 3 à 4 fois plus d'argent. Donc, on veut lever autant. C'est une stratégie qui peut être bonne potentiellement, mais qui aussi a ses limites. Le conseil qu'on va surtout donner, c'est de lever ce dont vous avez besoin pour atteindre des objectifs précis. Et là, la notion de KPI entre pleinement en jeu. La stratégie peut être potentiellement de ne pas lever 1 million aujourd'hui avec justement, alors que vos chiffres sont peut-être un peu justes, mais peut-être de lever 500 000 avec un peu non dilutif en complément, atteindre des KPI dans 8 mois qui sera encore plus solide que ce que vous avez aujourd'hui et faire une vraie série A avec un montant important et surtout des chiffres forts qui vous permettent de négocier une valorisation en votre faveur. Voilà, donc c'est une question de positionnement. Merci Sylvain pour tous ces éléments très clairs. Je me permets juste de rappeler aux participants que vous pouvez poser vos questions sur l'onglet Q&R. J'en vois beaucoup qui arrivent sur l'onglet Converser et je ne peux pas toutes les lire si vous les envoyez sur l'onglet Converser. On a différentes questions concernant les secteurs dans lesquels vous investissez en priorité. On a eu déjà plusieurs webinaires avec des fonds d'investissement qui ont soulevé le fait que les projets à impact sociétaux et environnementaux seraient de plus en plus regardés après la crise. De votre côté, est-ce que vous avez des sujets de start-up favorisés dans votre sélection de sourcing? Alors, je vais me permettre, comme on a quelques éléments et Zoom est génial pour ça, de vous partager un peu notre infographie, tout simplement. Super. Alors, hop, elle va être mise à jour, hein, je vous rassure, celle-ci date de quelques semaines, voire un petit peu plus d'ailleurs. Mais dans les faits, hop, je ne sais pas si vous la voyez bien, ouais. Dans les faits, en fait, vous avez le petit résumé de notre scope privilégié. Je dis bien privilégié. Parce que au-delà donc de ces 3 secteurs privilégiés, on avait listé globalement 21 et donc on les a tous classés et généralement, mis à part les sujets où on n'est absolument pas pertinent et c'est un marché de niche, d'ultra niche, où nous n'irons absolument pas. L'aérospatial, c'est un peu compliqué, des choses comme ça. On reste quand même fortement généraliste. Mais vous voyez tout de même que les secteurs qui vont nous attirer le plus vont être autour de ce qu'on appelle un peu ce concept de smart city qui, in fine, je suis conscient, reprend IoT, reprend aussi un petit peu énergie renouvelable, mais c'est vraiment nous l'enjeu. Vous pouvez comprendre, c'est vraiment un enjeu de l'économie de demain, la ville de demain, qui intéresse énormément nos business angels et tout ce qui est énergie renouvelable, tous les projets aussi green tech, clean tech vont être assez intéressants. Et j'ai envie de dire aussi tous ces projets qu'on appelle un peu tech for good vont nous attirer de plus en plus. Après, nous restons profondément un réseau généraliste tout de même et tous les types de dossiers sont bien évidemment regardés. On a une préférence tout de même pour les dossiers B2B parce que dossier B2C amenant toujours un peu plus de risques sur l'acquisition et un coût d'acquisition toujours très important. Mais là, également, je viens de vous donner également potentiellement 2 clés pour rentrer assez rapidement chez nous si vous êtes un dossier B2C potentiellement. En termes de valorisation, on va être sur des valorisations moyennes des dossiers si d'amorçage. Là, encore une fois, on est sur des valorisations visées. On a des dossiers où on a pu faire moins. On le voit beaucoup moins d'ailleurs aujourd'hui. Donc, moins d'1 million d'euros de valorisation. On a des dossiers où on a pu faire des valorisations qui étaient plus importantes. Mais naturellement, tout est toujours à regarder en fait en lien avec la maturité de l'entreprise. Et quand je dis maturité, je parle notamment du MRR, du nombre de clients, etc. Voilà. Donc, ensuite,
naturellement le modèle fort MRR, donc un business model récurrent, la rupture d'usage, j'en ai parlé au niveau des différents types de ruptures d'innovation. Ensuite, donc naturellement, l'équipe, complémentarité de l'équipe, la personnalité de chacun des individus. Et après, vous avez un petit mot sur pourquoi les business angels sont BI de Paris Business Angels. Pour nous, déjà, je vais le rappeler d'ailleurs, c'est l'accompagnement et la proximité avec les entreprises qui priment avant tout. Merci Sylvain. Une autre question sur le process d'investissement, le slide sur lequel nous étions tout à l'heure. On voyait que vous passiez de 70 dossiers en due diligence à 22 dossiers investis. On a une personne qui nous demande quels sont les points de friction entre ces deux étapes qui ressortent dans la majeure partie du temps. Très, très bonne question. Alors, c'est effectivement une question assez intéressante. On en perd les deux tiers, vous avez pu le remarquer assez facilement. Les gros points de friction vont être assez importants. Donc, dans un premier temps, il faut savoir que donc on en fait passer 70. Généralement, on a plus ou moins 15, 20 sur ces 70 qui vont s'arrêter au bout de la première ou des deux premières réunions, tout simplement. Parce que faut savoir que mes équipes et moi-même, nous analysons les dossiers en présélection, nous faisons les dossiers, nous faisons des dossiers de pré-instruction, voire de pré-due diligence. Donc, nous avons déjà pas mal d'informations. En revanche, il arrive que après la première réunion d'instruction avec les business angels, on a creusé, on creuse et on constate finalement que on ne veut plus y aller, ça ne plaît plus à l'équipe d'instruction, les points de tension qui étaient repérés pendant le pitch ont été exacerbés lors de la première réunion, on n'y va pas. Généralement, on en perd déjà une quinzaine, vingtaine dès la première réunion, et c'est là parce qu'il n'y a pas de friction particulière, c'est tout simplement parce qu'on n'a pas l'intérêt n'a pas été validé en fait après la première réunion. Ensuite, on a d'autres critères qui font qu'on s'arrête. Donc, plus rarement la question de valorisation, on va dire. Si, in fine, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur une valorisation, bon, on n'ira pas, mais c'est quand même très, très rare. Ce genre de cas de figure dans la mesure où on arrive toujours à trouver un point d'entente et de toute façon, si le deal est intéressé et qu'on veut y aller et qu'il est relativement au bon prix, on va y aller en fait de toute façon. Donc, il y a ce sujet de valorisation. Il y a également ce sujet après de l'équipe. Et c'est là, je tiens à le dire, parce que sincèrement, j'ai essayé de l'accentuer pendant cette présentation. Je le répète encore aujourd'hui, si on constate que l'équipe n'est pas en mesure n'est pas complémentaire, deux, qu'il manque des compétences extrêmement clés, et trois, j'ai presque envie de dire, quand on a une écoute qui n'est pas du tout à l'écoute, une équipe qui ne veut, entre guillemets, pas entendre, pas écouter les remarques de business angels ou d'autres d'ailleurs, hein. Là, c'est quand même très, très compliqué. Donc, en fait, le deuxième point, ça c'est quand même assez important, le deuxième point de rupture, vraiment, ça va être l'équipe, tout simplement. L'équipe, donc au manque de complémentarité ou alors on ne se projette pas avec eux. Parce qu'il faut savoir aussi que si les business angels participent à votre tour de table, ils seront présents en moyenne avec vous entre 3 et 5, 6 ans au sein de votre capital. Donc, voilà, il y a cette relation que nous analysons et nous essayons justement de déceler avec ces tests de personnalité. Donc, globalement, là, le deuxième facteur est peut-être l'un des plus gros, c'est très clairement l'équipe et la non-complémentarité. Après, il y a d'autres points sur un désaccord en termes de stratégie, par exemple, parce qu'il arrive que nous ayons des points très forts. Mais encore une fois, là, on est sur des cas extrêmement particuliers, dans la mesure où très rapidement, s'il y a vraiment des blocages,
Le blocage, il va vraiment être au niveau de l'équipe, entre guillemets. Le reste, à la rigueur, peut toujours être un peu remis en question. En revanche, c'est surtout l'équipe. Mis à part, naturellement, intérêt produit, profondeur marché, etc. Ça, c'est des points qui sont vus dès la première réunion. Donc, J'espère que j'ai été assez clair. La complémentarité de l'équipe est un critère fondamental. Ouais. On a une autre personne qui nous demande, à cause de la crise, voyez-vous des dossiers qui étaient à l'origine destinés à des fonds de VC et qui se tournent aujourd'hui plus vers des BA? Alors, à proprement dit, on en voit quelques-uns. On en voit quelques-uns qui viennent auprès des BA, tant parce que les fonds en ce moment ont pour la plupart un petit peu ralenti leur activité. D'autres ont mis un petit peu cette activité en pause pour se concentrer exclusivement sur leur portefeuille. Donc, oui, on en retrouve effectivement qui viennent. Et justement, c'est avec eux qu'on essaie de construire en fait un tour de table pertinent. Et je le disais tout à l'heure, revoir potentiellement, peut-être qu'il ne faut pas 2 millions, mais peut-être 500 000 euros à court terme pour arriver à des milestones qui permettront de lever non pas 2 millions, mais 5. Par exemple, bon, je dis les choses très facilement comme ça, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, mais dans les faits, on est souvent là hein, pour certains deals. Donc, potentiellement, d'échelonner cette levée. Un autre point aussi, pour répondre encore plus à la question, ça renforce aussi notre démarche de rapprochement avec les fonds avec qui nous essayons de travailler, avec certains avec qui on arrive à travailler justement sur des co-investissements. Et là, pour le coup, on essaie de renforcer encore plus cette démarche dans cette période. Donc, des co-investissements avec des fonds qui ne se seraient pas forcément positionnés seuls, qui ne se positionneront pas seuls aujourd'hui, qui l'auraient fait peut-être avant Covid, mais qui ne le feront peut-être pas aujourd'hui. Nous, on essaye aussi de venir aussi en étant rassurant dans la mesure où nos billets seront un peu plus présents pour vous accompagner, vous porteurs, que le fonds ne le sera. En tout cas, pas. Merci Sylvain. Vous disiez que Paris Business Angel donc, continue son activité pendant le confinement. On a une personne qui demande si vous avez closé des deals qui n'étaient pas dans le pipe et donc quelle est la stratégie des Business Angels face à la crise? Alors, c'est un petit peu coupé. Alors, la question était, est-ce qu'on avait des deals? Est-ce qu'on a closé des deals qui n'étaient pas dans le pipe? Ouais, est-ce que vous avez closé des deals pendant le confinement qui n'étaient pas dans le pipe avant cette période? Et donc, de manière plus globale, quelle est la stratégie des business angels face à la crise? Ok. Alors, deux petites choses. Alors, on est en train de closer, comme je le disais, 2 à 3 deals en ce moment. C'est des deals qui… alors, il y en a un qui avait commencé le process effectivement fin de l'année dernière, donc en décembre. Il y en a un autre qui a commencé son process fin du mois de janvier. Donc, on ne peut pas dire qu'il était en période Covid très, très simplement, très clairement. En revanche, on commençait un petit peu à sentir cette période quand ils sont passés tout fin janvier pour donc démarrer le process de due diligence. Et ils ont fini cette due diligence pendant le Covid parce que le projet est passé la semaine dernière, enfin non, il y a 2 semaines en séance. Donc fin du mois de mars. Donc, pour être très honnête, et vous avez compris, vu les process, on aura certainement des closings Covid, on va dire, d'ici quelques semaines. Pour le moment, non. En revanche, on close des deals en ce moment même pendant le Covid avec une traction assez importante. On fait une traction assez importante. On est quand même au-delà des 400 000 euros sur ces deux deals, ce qui est quand même assez intéressant aujourd'hui. Très clair. Je crois qu'il y avait une deuxième question qui était liée à ça, la stratégie. La stratégie, oui. Ouais, la stratégie, elle est justement de se concentrer avant tout sur des projets qui parviennent à maintenir l'activité, dans la mesure où, entre guillemets, on ne peut pas juger aujourd'hui de la reprise, tout simplement, pour ces entités qui travaillent. Je donne un exemple malheureux dans l'événementiel.
Je donne un exemple aussi. On a passé une boîte dans l'événementiel, tout début du Covid, juste avant le confinement. L'avantage, c'est que cette boîte, elle nous plaît, donc on la conserve, entre guillemets, dans le pipe. En revanche, on a été obligé de mettre un frein sur le process dans la mesure où l'entité aujourd'hui n'a plus aucune activité. Merci. On a également Tanguy qui nous demande si une entreprise avec des fonds propres négatifs après 3 ans a des chances de lever des fonds selon vous. C'est un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Je ne veux pas donner un avis définitif avant de connaître réellement le dossier, mais ça reste quand même un petit peu compliqué. Effectivement, avec des fonds propres négatifs, surtout après 3 ans d'existence, il faut regarder en fait tout simplement votre projet ainsi que votre plan de financement. Mais c'est effectivement un peu plus délicat. Ouais, un petit peu plus délicat. Parce que pour l'abondement, je donne même un exemple complémentaire, hein, assez délicat aussi pour les divers abondements au lever. Voilà. Donc, aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, parce que je ne connais pas la situation de l'entité, ni même les perspectives à court terme. Mais compliqué. Merci. Une autre question concernant les conditions de levée. Quelle est la situation vis-à-vis des entreprises qui sont fortement accompagnées par la BPI et d'autres institutions, notamment les institutions régionales, à travers de l'endettement, par exemple des prêts participatifs? Les BA n'ont-ils pas tendance à éviter les dossiers ayant déjà une ligne d'endettement significative? Alors, non, c'est une très bonne question. Là, j'essaie de bien séparer cette question parce qu'il y a différents types d'endettement, en fait. Très clairement, et j'en parlais juste un peu avant, on va conseiller, voire presque exiger que la startup fasse aussi un abondement à notre levée de fonds. Donc, qu'elle contracte un prêt avec remboursement différé, notamment auprès de la BPI. C'est un produit très, très classique qu'on peut voir pour les levées de fonds startup. Donc, non, tout dépend. Sincèrement, là, c'est une question qui est vraiment au cas par cas. Tout dépend vraiment du niveau d'endettement, de la capacité d'endettement de l'entité. Enfin, j'ai presque envie de vous dire, si vous avez une activité qui est forte, avec des entrées d'argent qui est assez importante, que vous ayez un taux d'endettement élevé, c'est moins grave, entre guillemets. Donc, non, dans les faits, c'est du cas par cas. En revanche, l'un des points qui va être très important et que moi je vais regarder attentivement, c'est votre capacité à avoir fait, entre guillemets, le tour de ces différentes subventions, de ces différents prêts et leviers de financement. Là, ça va être très important et nous, on va être très, très attentif à ça parce que si vous n'avez pas fait cette recherche d'argent non dilutif, d'argent qui est quasiment gratuit, je parle des subventions, des prêts qui sont extrêmement intéressants, je parle des prêts avec des remboursements différés ou autres, celui-là il est moins obligatoire, mais toutes les bourses, on est quand même en France où l'écosystème est extrêmement bien fourni en non dilutif. Si vous n'avez pas fait ce travail, même au niveau de votre banque, votre dossier va quand même en prendre un coup. Donc, je ne sais pas si je réponds directement à la question. Je sais que j'ai fait un petit détour parce que la question de l'endettement, c'est presque du cas par cas. Dans les faits, si elle est très, très endettée, oui, ça va poser problème, mais sinon, c'est normal, entre guillemets, qu'une startup ait un endettement. En revanche, il faut que vous ayez, de l'autre côté, fait l'ensemble des recherches de financement non dilutives en amont donc de cette levée de fonds, parce que ça va montrer tout simplement que vous avez vraiment cherché l'argent gratuit, entre guillemets, avant de venir vous diluer, entre guillemets, auprès de nous. Merci Sylvain. Deux dernières questions avant de terminer ce webinaire. De nouveau, concernant la complémentarité de l'équipe, puisqu'il s'agit d'un point essentiel, est-ce que le CTO peut venir compléter l'équipe fondatrice en mission externalisée ou doit-il obligatoirement être en contrat CDD ou CDI? Alors ça, c'est une excellente question. C'est vraiment très, très, très bonne question.
parce que c'est un vrai sujet. Le CTO est un poste clé aujourd'hui. Si votre entité, bon, j'ai envie de dire, ça fait du retail, c'est moins grave. Et là, on pourrait effectivement envisager un CTO externalisé ou autre. En fait, il faut toujours l'associer aux besoins qu'il y a en face. Vous êtes une application, une marketplace ou autre, vous n'avez aucun développeur, aucun CTO dans votre équipe, ça pose problème. Et là, je vais encore plus loin. Pour répondre à cette fameuse question d'avoir un externalisé, j'ai presque envie de dire, là, il en faut un en interne. En fait, dans les faits, le CTO, le CEO, ce sont des compétences qu'on ne peut pas externaliser. Ou alors, c'est très compliqué d'externaliser. On peut potentiellement le faire au début, au départ. Je prends l'exemple d'une startup qui aura payé une agence de développement pour développer son soft, par exemple. Oui, c'est une solution, mais de toute façon, pour développer ce soft, il faut qu'en interne, il y ait quelqu'un qui soit une forme de référent technique, et ce serait plus ou moins, de près ou de loin, ce qui se rapprocherait de votre CTO. Dans les faits, c'est à associer avec votre activité. Le CTO, un CTO contractant externe, c'est pas le meilleur dossier qu'on pourra voir effectivement, parce que le CTO aussi a un besoin de présence et disponibilité qui parfois, et surtout quand la startup est jeune, c'est du 24/24 quasiment. Quand c'est une agence ou autre, on est en droit de se poser ces questions. Donc, la question du CTO et du CEO notamment, privilégier l'internalisation. Excusez-moi. Merci beaucoup. Première question. Vous avez déjà donné beaucoup de conseils. Pour finir, est-ce que vous pourriez nous donner des conseils concernant la structuration d'un bon document pour attirer votre attention en ce temps de crise? Très bien. Alors, effectivement, pour attirer notre attention, très clairement, il va falloir, à mon sens, je reviens rapidement dessus, mais c'est la mise à jour de votre BP à 6-12 mois. Donc, mise à jour du BP, donc avec prise en compte certainement de la baisse de l'activité, mais également un plan de trésorerie. Donc, deuxième point à faire, un plan de trésorerie à 6-12 mois également, en réduisant totalement les entrées d'argent pour voir comment vous en sortez. En revanche, ce que moi j'aurais ajouté, que je n'ai pas dit aujourd'hui, c'est tout simplement de mettre en avant vos acquis. N'hésitez pas à mettre en avant vos réalisations, j'ai envie de dire, vos clients, vos réalisations au sens assez large. Ce qui va permettre de crédibiliser aujourd'hui la démarche, c'est votre capacité tout simplement à continuer à maintenir votre activité. La meilleure façon de le montrer, c'est de le montrer entre guillemets sur un plateau et voilà, montrer les signatures clients, montrer que vous avez encore des visites, tout dépend de votre activité, soit des visites sur votre site ou autre. Mais pour attirer mon attention, je pense qu'il faut vraiment focuser davantage sur montrer voilà, que vous êtes en mesure de faire face à cette crise et que vous y faites face en ce moment et que d'ailleurs l'activité continue. Aujourd'hui, par contre, les dossiers qui vont être sélectionnés sont les dossiers qui continuent à maintenir leur activité. Et effectivement, ceux qui arrivent à l'adapter à la période, c'est encore mieux, j'ai envie de dire. Mais il faut quand même que vous mainteniez votre activité. Donc, mettre cela en avant, mettre la mise à jour en avant et mettre vos équipes également et la capacité. Ce qu'on va essayer de chercher, c'est la capacité pour vous, la capacité à modifier votre projet par cette équipe. Prendre les bonnes décisions, modifier le projet, etc. Merci Voilà. beaucoup, Sylvain. Il est déjà 15 heures, on va devoir s'arrêter. Un grand merci pour le temps que vous nous avez accordé et pour tous ces conseils partagés aux entrepreneurs. Il y a déjà beaucoup de personnes qui vous remercient sur l'onglet Converser. Et aux participants, sachez que vous pouvez nous retrouver dès demain 14 heures pour un nouveau webinaire sur la gestion de trésorerie avec le directeur banque d'affaires et d'investissement du Crédit Agricole du Languedoc
qui est également président de Sophie Laro. Donc, on se retrouve demain à 14 heures. Encore merci Sylvain. Et le replay sera de nouveau disponible sur notre chaîne YouTube, donc Le Village by CA Paris, dès ce soir, si vous souhaitez réécouter les conseils de Sylvain ou les partager à votre entourage. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.